la pleine présence, c'est un peu le début de quand on commence à vivre l'instant présent, de dire « OK, je suis ici et maintenant ». S'engage dans des trucs, puis ils ne regardent pas autour si ça va bien fitter là, dans leur vie. Jusqu'où tu peux aller, puis jusqu'à quel point une dépendance à un sport est aussi bonne qu'une dépendance à l'alcool. Bonjour et bienvenue tout le monde au podcast Courageusement Humain. Aujourd'hui, épisode numéro 71 et c'est une grande première. Bien, c'est une grande première pour notre invité parce que c'est le lancement de son nouveau livre, son deuxième livre. Et bien, c'est aussi une grande première parce que pour la première fois sur le podcast Courageusement Humain, je reçois à nouveau une personne que j'ai déjà reçue. Wow! Mireille, je ne voulais pas te le dire avant. Je vais te surprendre. Oui, hey, super, je me sens vraiment choyée. Tu l'es. En fait, c'est un concours de circonstances. Il y avait quelque chose de planifié pour que tu sois comme la deuxième à vivre cette expérience-là, mais le lancement du sommet Courageusement Humain fait en sorte que mon bel ami Robert, qui est aussi mon acolyte dans le projet, ne pouvait pas se libérer. On s'est dit, gars, on y va comme ça. Comment tu vas, Mireille? Ouais, ça va très, très bien. Tu dois être dans le jus. Oui, non, je ne suis pas dans le jus, j'aime pas l'expression parce que je trouve que c'est le fun d'être occupé puis d'être dans l'action et c'est ce que je fais depuis plusieurs semaines. Puis je te dirais que c'est comme un espèce de marathon que j'ai vécu là, depuis le mois de janvier, de finaliser mon deuxième livre que tu viens de dire, méditation sportive, de faire les corrections, tout le peaufiner, s'assurer que tout est correct, le sortir, faire une tournée média. Je pense que je suis vraiment choyée d'avoir aussi cette belle réception-là des gens et des médias. Oui, tout à fait. Je sais très bien dans quoi tu es. Mon livre vient d'arriver chez l'imprimeur. Il va sortir dans les prochaines semaines. Alors, je sais, je connais le feeling et je suis content de t'avoir utilisé cette expression-là parce que moi non plus, je ne l'aime pas. Et je trouvais que c'était une belle. Je ne m'attendais pas à la réponse que tu m'as faite, mais je trouve qu'il y a un lien magnifique avec le titre de ton livre qui s'appelle Oui. Méditation sportive. Mais moi, j'ai accroché sur le sous-titre qui est Atteignez vos objectifs en pensant autrement. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler le podcast aujourd'hui. J'ai envie de te lancer cette question-là qui n'était même pas prévue, mais qui émerge. Comment tu t'y es pris différemment cette fois-ci pour écrire le deuxième livre? Parce que j'imagine que tu n'as pas juste écrit le livre à partir de ta tête, que tu as voulu, comme tu avais fait l'autre fois, aussi maximiser l'intégration aussi dans ton expérience. Mais écoute, c'est drôle que tu aies accroché sur le sous-titre « Atteignez vos objectifs en pensant autrement » parce que tu sais quoi? Le livre est parti de cette phrase-là. Le livre a comme émergé, je me souviens même pas, c'est comme une nuit où tu dors à moitié puis tu as comme une espèce de méditation entre deux autres. Tu dors, mais tu es un peu en train de penser. Puis, mon premier livre, Yoga sportif, le sous-titre, c'est « Atteignez vos objectifs en bougeant autrement ». Donc, j'amenais les gens dans l'action, dans le mouvement, dans les poses de yoga. Et quand j'ai terminé le premier livre, la fin était comme un petit chapitre sur la méditation, j'en parle brièvement, mais je savais déjà que je mettais le pied dans quelque chose de fabuleux. Et à un certain point, peut-être 6 mois plus tard, puis ça fait 2 ans et demi que le livre est sorti, le sous-titre m'est venu. Et après ça, j'en ai parlé à mon éditeur, j'ai commencé à faire des recherches. Donc, ça fait quand même 1 an et demi que je travaille sur le livre, mais tout est parti de cette phrase-là. Puis, je suis vraiment contente parce que pour moi, ça résonne beaucoup avec les 3 dernières années dans lesquelles j'ai vécu quand même plusieurs hauts et des bas. Mais somme toute, c'est d'apprendre à penser autrement. Puis on le vit très bien présentement avec la pandémie, là, qu'on a fallu vraiment
repenser un peu nos vies autrement. Ah, absolument. Absolument. Puis, ce que je trouve intéressant dans ce que tu amènes, Mireille, c'est, je dis souvent aux gens que j'accompagne en coaching que tout est dans la qualité de la question. Pourquoi je suis aussi bête? Pourquoi je suis aussi gros? Pourquoi je suis aussi con? Évidemment, c'est des questions rhétoriques, mais c'est des questions que j'entends chez mes clients et je suis convaincu que tu as entendu ce genre de questions-là aussi chez les gens que tu accompagnes. Pourquoi Oui. c'est si difficile pour moi? Pourquoi je suis aussi raide? Pourquoi je ne suis pas aussi souple? Et pour moi, c'est une question, j'allais dire merdique, mais c'est une question de qualité tellement poche que les réponses ne peuvent pas émerger de ça. Ce qui fait que je ne suis pas vraiment surpris qu'avec une question puissante comme Hey, comment on pourrait en arriver à atteindre nos objectifs en pensant autrement? Je ne suis pas surpris de la qualité du bouquin que j'ai feuilleté. Mais tu sais, tu sais, quand la pandémie a sorti il y a un an, là, on se parle, puis ça fait un peu plus qu'un an, Ouais. c'est sûr que pour des travailleurs autonomes comme moi qui travaillaient directement avec les gens, ça a été une catastrophe. Là. On s'entend que tout est arrêté, tous les contrats que j'avais de conférences, d'ateliers. Maintenant, je donne des formations, je donnais des cours de yoga à chaque semaine. Et là, tout ça en une journée ou deux a été comme annulé. Et c'était même pas. La majorité des trucs n'ont pas été repris encore, puis je pense que certains ne verront jamais le jour ultimement. Et c'était pas facile, tu sais. Moi, j'ai fait, bon, OK, pendant quelques jours, là, j'étais vraiment désemparée, puis je me disais, bon, OK, je m'en vais où avec ça? Et à un certain point, je me suis dit, ah ben tiens, si ce moment de pause, parce que là, je me suis retrouvée comme tout le monde chez moi avec les enfants, puis, à revoir sa vie un peu, je me suis dit, ah tiens, si ce moment de pause-là ne m'obligeait pas à finir mon livre, parce que j'avais déjà commencé, mais je le faisais à travers plein de trucs. Donc, tu sais, quand ça a fini par se placer dans ma tête, disant, ah ben tu sais quoi, maintenant, ben, je vais avoir du temps pour le finir, mon livre. C'est devenu plus positif, je te dirais. Ça m'a vraiment fait rebondir aussi. J'ai été surpris de voir une préface de Patrice Ah oui? que je ne connais pas, que je ne savais pas que tu connaissais. Comment t'en es arrivé à... Parce que moi, l'histoire de celui qui a écrit ma préface, c'est comme... C'est une histoire en soi. Fait que je me suis dit, j'aimerais ça connaître un peu l'histoire derrière. Comment Patrice en est arrivé à écrire la préface de ton dernier livre? Ben, tu sais, des fois, il y a des événements, il y a une synchronicité dans la vie, puis on ne sait pas pourquoi certaines choses se placent. J'avais eu la chance de rencontrer Patrice dans les salons du livre parce qu'il avait sorti des livres en même temps que moi. Donc, pour le livre 1, j'avais fait le salon du livre de Montréal et de Québec. Et on m'avait mis en contact avec lui. J'avais parlé. Il y a mon livre 1, justement. Puis, je ne le connais pas personnellement, c'est certain. Par contre, j'avais vraiment eu une énergie intéressante de voir que souvent, quand il était dans des rencontres, dans des entrevues, il parlait qu'il fait du sport, mais qui fait aussi, qui faisait de la méditation, puis qui était très à l'écoute de voir un équilibre dans sa vie avec sa famille, ses entraînements, tout ça. Donc, moi, ça m'interpellait beaucoup. Et je te dirais que j'étais en train d'écrire le livre 2 dehors, c'était plus tranquille. J'étais dehors, je regardais la nature, mes poulettes, j'ai 4 petites poules qui étaient là. Puis j'étais comme dans un moment présent, puis ça a émergé en moi. Je fais, ah, si je dois demander à quelqu'un d'écrire ma préface, c'est Patrice. Puis écoute, j'ai pris le temps un instant, puis là, j'ai pris spontanément mon téléphone, puis j'ai écrit. Donc, c'était vraiment, je me suis lancée comme ça. Mais finalement, si on parle là, comme l'été dernier, puis on n'avait pas discuté plus longuement. Il m'avait envoyé un thumbs up, puis ça avait resté sur la glace. Et finalement, le livre est sorti plus tard. Moi, mon livre était censé sortir à l'automne, mais avec la résurgence de la COVID, tout ça, on a décidé d'attendre un moment plus propice.
Donc là, je lui ai réécrit, puis il a accepté de lire le livre en avance. Puis je lui avais donné carte blanche. J'ai écrit, puis j'ai dit, écoute, tu connais la clientèle parce que je m'adresse à des sportifs. Bon, il est déjà auteur, fait que je savais très bien qu'il y avait une superbe plume. Donc, je lui ai donné carte blanche, puis finalement, il m'a envoyé un texte quelques semaines plus tard et j'étais vraiment en larmes là, quand j'ai lu le texte parce que c'est vraiment le plus beau texte que j'aurais pu avoir pour débuter ce livre-là, puis de donner le goût aux gens de le lire. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'abonde dans le même sens que toi. Plongeons dans ce livre, justement, dans lequel tu parles d'atteindre les objectifs autrement. Mettons quelque chose au clair tout de suite, là. Qu'est-ce qui Ouais. est arrivé en premier? Le yoga ou la méditation? Dans ma vie, moi, c'est le yoga qui a commencé en premier parce que j'ai commencé le yoga comme sportive. Je suis entraîneur en course à pied. Je suis une sportive. Je voulais vraiment faire un premier marathon. J'avais des objectifs d'atteindre ce niveau-là. Puis finalement, j'avais toujours mal quelque part. J'avais toujours des blessures. J'avais une espèce de cercle de thérapeutes que je consultais constamment. Puis, j'ai commencé à faire du yoga, mais là, on parle vraiment de plus de 15 ans. Et j'avais fait du yoga aussi enceinte, là, comme beaucoup de mamans. Par contre, d'inclure du yoga, pour moi, ça a été vraiment très bienfaiteur au niveau physique. Puis je te dirais que souvent, les gens embarquent dans cette espèce de bébite-là. Tu sais, le yoga, ils ne savent pas trop c'est quoi, mais des fois, c'est leur dernier recours. Des fois, c'est pour des raisons XY, là, physiques ou d'anxiété, peu importe. Donc, soit on met le pied dans le yoga pour aller se détendre, faire des mouvements de souplesse, etc. Et je pense que c'est dans ma pratique personnelle que j'ai développé maintenant quelque chose qui est un petit peu plus complet, mais on n'arrête jamais en yoga d'apprendre. Je commence une formation là de 300 heures en yoga pour sportifs d'une sommité aux États-Unis dans le domaine, elle enseigne à des joueurs professionnels. Mais c'est fou en réalité, les gens souvent commencent le yoga pour le mouvement, après ça ils découvrent la méditation, découvrent d'autres choses. Puis c'est ce que je voulais amener dans ce livre-là, le livre 2, de dire aux gens, oui, vous savez, le yoga c'est bon pour s'étirer, pour faire du stretching, mais il y a autre chose aussi. Pour les puristes, Oui. les gens qui s'intéressent, si on retourne dans le temps, Oui. est-ce qu'ils ont commencé à faire de la méditation d'abord ou est-ce qu'ils ont commencé à faire du yoga d'abord? Non, mais le yoga, il y a plusieurs branches au yoga et la branche qui est la moins connue, c'est la méditation. Souvent, je dis aux gens, est-ce que tu fais du yoga? Puis les gens me disent, ben non, je médite 15 minutes par jour, mais je n'ai jamais essayé le yoga. Ah, ben, la méditation, c'est aussi quelque chose d'important dans le yoga et les premiers à faire du yoga, quand on remonte à plus de 2000 ans, tout ça, là, étaient assis, jambes croisées comme moi, ou plus en lotus. Là. Moi, je ne suis pas capable de le faire, mais ils étaient sinon en lotus. Et ils faisaient de la méditation, des techniques de respiration. Puis, à un certain point, il y avait mal partout. Il y avait de la difficulté avec le hanche, il y avait de la difficulté à maintenir la posture, puis on commençait à intégrer le mouvement. Donc, les mouvements de yoga se sont développés après ça. Dans ton livre, tu parles de pleine conscience, de pleine présence. Présence, oui. Si tu nous aidais à peut-être décerner les deux, puis c'est quoi le lien avec les objectifs, justement? Bien, la pleine présence, c'est un peu le début de quand on commence à vivre l'instant présent, de dire, OK, je suis ici et maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quand on est dans un mode plus observatoire, quand on est dans un mode aller chercher les sensations, comment on se sent, qu'est-ce qui se passe autour, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et quand on finit par intégrer ça, là, on peut atteindre une espèce de pleine conscience. La pleine conscience, elle a été vraiment un terme vraiment mindfulness, là, ça vient vraiment d'une traduction qui est utilisée. Par contre, c'est aussi une autre
façon, une autre branche. C'est souvent une forme de méditation bien précise qui est enseignée, entre autres, dans une école aux États-Unis. Donc, quand on se rend compte, écoute, c'est drôle parce que j'ai essayé de démêler tout ça au départ en allant lire des textes, en allant consulter des grands sages, etc. Et je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué. C'est très complexe parce qu'en plus, la méditation, entre autres, elle vient de plein de courants de pensée, que ce soit chez les taoïstes, dans certaines religions, dans certains arts martiaux, dans le tai chi, le yoga. Bon, ça vient vraiment de plein de formes et chacun a comme sa façon de faire. C'est pour ça que j'ai fait attention dans le livre d'en parler brièvement, mais de ne pas entrer trop dans les détails parce que pour certains puristes qui sont vraiment dans la pleine conscience totale, ben là, ce que je vais dire des fois va sonner un peu bizarre à les oreilles. Pour un autre, ça va être l'inverse. Donc, tu comprends? Il faut faire attention. Moi, ce que j'ai voulu, c'est vraiment d'aller chercher à travers tout ça, c'est quoi qui est bon pour mon sportif, puis comment il peut l'intégrer dans sa vie sportive. Donc, d'où le titre, la méditation sportive. Donc, au-delà de dire quel type de méditation tu fais, bon, ça peut aller selon les jugements ou les valeurs, mais regarde, essayez de pratiquer la pleine attention, l'attention, l'instant présent. Quand vous êtes en train de faire du sport, ce sera pour vous une forme de méditation. Ouais, d'ailleurs, j'ai appris que je me faisais battre par le poisson rouge. Oui! Il y a plein de monde qui m'écrivent là-dessus, qui sont vraiment trop trempés. Parce que c'est vrai, notre attention maintenant, en 2021, est vraiment alourdie par la constante publicité vers laquelle on est projeté, la constance à toujours faire 10 000 trucs en même temps. On veut toujours optimiser son temps. Oui, c'est correct, mais des fois, c'est trop. Donc, je le sais, là, je suis une maman, là, j'ai 2 ados. Donc, tu sais, d'essayer de partir un lavage, un repas, puis de gérer ses courriels en même temps que blablabla. On fait tout ça. Mais sans nécessairement toujours être full zen, puis full instant présent, puis je pense qu'il y a comme un équilibre à aller chercher parce que certains sportifs vivent des moments vraiment de pleine présence, des beaux moments grâce à cet aspect-là. Donc, pendant que tu fais ton sport, quelque chose que tu aimes, essaie de décrocher un peu. Tu sais, des fois, je compare ça au gars qui est en train de faire du sport, genre, il joue son terrain de golf puis il règle des affaires en même temps, ou tu as des gens qui font du ski alpin, qui sont dans le télésiège, tu sais, en train de voyer leur travail. Hey, tu peux-tu regarder autour? Là? Ici, on a des belles montagnes. Je suis allée l'autre fois au Massif, entre autres. Tu peux-tu regarder la nature autour? Là? Décroche un peu. C'est tous ces petits aspects-là, je pense, qui vont faire en sorte que les gens vont diminuer leur stress, leur anxiété au quotidien. Toujours dans l'intention de pousser vers le sous-titre, c'est-à-dire atteindre les objectifs autrement. Quels sont les autres freins? Tu sais, à la blague, avec le poisson rouge, on a parlé du frein de l'attention, tu sais, qui devient un facteur qui nuit justement à l'atteinte de mes objectifs ou qui fait en sorte que je reste dans les mêmes bons vieux patterns d'antan puis que je me brûle à la tâche. Oui. Quels sont les autres freins que tu as identifiés que nos auditeurs, celui qui écoute, auraient avantage à entendre? Bien, j'en parle au début, un moment donné, je dis, bon, les gens, souvent, ont la tendance à dire, j'ai pas le temps, hein? Comme tantôt, tu me disais, tu es dans le jus. Bon, le pas le temps, là, à quelque part, on le sait, là, on doit chacun prendre soin de soi, sinon, un jour, ça nous rattrape. Et le pas de temps, tu sais, moi, souvent, je dis 5 minutes de yoga ou de méditation par jour, c'est important. Donc, si tu n'as pas 5 minutes dans ta journée, revois ta vie, là, parce que c'est clair qu'il y a des 5 minutes que tu peux aller chercher à plusieurs endroits. L'autre truc aussi, souvent, je trouve qu'on vit dans une constante recherche d'objectifs, de toujours en faire plus. Et dans le livre, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai identifié un outil que j'ai développé pour dire aux gens, si vous voulez vous dépasser, trouver des objectifs, utilisez mon petit acronyme pour vous aider. Puis ça va
vraiment vous permettre de peut-être penser autrement à votre vie sportive. Parce que le but, là, c'est pas toujours d'en faire plus. Je fais un demi-marathon, je fais un ultra, je fais quoi après ça, ça n'a plus de sens, là, ça n'a plus de limite. Ouais. Et d'avoir des objectifs plus précis, qui sont plus près de notre réalité, plus en équilibre, je pense que ça va faire en sorte que les gens vont être beaucoup plus harmonieux dans leur pratique, puis vont avoir beaucoup plus de plaisir aussi. Oui, tout à fait. Effectivement, ton acronyme temps est vraiment génial. Et ce qui m'interpellait dans l'acronyme, c'est tout l'espace qu'il y avait à l'écologie. À Oui, l'écologie, à mon écosystème, à mon écologie, à l'écologie de ma famille, de mon temps. Euh, oui, euh, Réflexion par rapport au stress, je trouvais ça euh, vraiment très intéressant. Dans le livre aussi, tu parles, et on n'est pas juste en train de parler aux sportifs, dans le fond. Tu sais, non, ça s'applique à tout le monde, mais tu utilises, puis là, je vais regarder mes notes, je veux juste être sûr de ne pas l'escamoter. Tu parles du passionné harmonieux versus le passionné obsessif. Je ne te oui, dirai pas où je me suis reconnu, mais je trouvais que cette distinction-là, Mireille, elle est, à mon avis, très intéressante à faire parce que elles permettent d'être conscient de la fine ligne qu'il y a entre oui. je le fais pour les bonnes choses et je ne le fais pas pour les bonnes choses, ou je suis dans une intensité débordante et pas, en anglais on dit sustainable, mais qui ne peut pas perpétuer Ouais. pendant une longue période. Donc, si tu nous parlais de ces deux passionnés-là. Ouais, ça, c'est drôle parce que c'est, entre autres, avec un des jeunes chercheurs au doctorat à l'université, ouais, je ne vais pas me tromper, là, je pense que c'est l'Université du Québec à Montréal, l'Université de Montréal. Je me trompe à chaque fois. Excuse-moi. Mais il y a vraiment des recherches qui se font, entre autres à Montréal, dans un groupe sur lequel on travaille sur les sportifs. On essaie d'étudier le sportif sur la version psychologique. On les étudie à la loupe. Et ah oui, c'est le docteur Valran à Montréal qui travaille là-dessus. Puis, on fait vraiment des publicités, des publications sont connues au niveau mondial. Et ils ont fini par décrire deux types de sportifs. Puis, comme tu dis, ça peut s'appliquer là, à la vie en général, pour vraiment élargir un peu la discussion. Donc, le sportif harmonieux qui va être vraiment plus dans ben, je fais du sport pour le plaisir, pour me dépasser, mais je respecte mes limites et je respecte aussi les gens autour de moi, comme tu disais tantôt, l'écologie autour. Euh, Ces gens-là sont vraiment plus capables d'avoir cette souplesse-là de l'esprit, un terme que finalement, quand j'en ai parlé, elle fait « Oh, wow! c'est super ton terme, tu sais, la souplesse de l'esprit, de dire hey, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai pas pu m'entraîner, mais mon fils est malade, puis je l'ai amené à l'hôpital, puis tu vois, ça ne cadrait pas dans mon univers aujourd'hui, et c'est correct comme ça. » Tandis que le sportif qui va être beaucoup plus, pas dans l'harmonie, mais dans l'obsession d'atteindre un objectif, puis obsession au détriment de sa santé, de sa vie et de celle des autres. Puis, comme tu dis, là, ça peut s'étendre à d'autres objectifs si quelqu'un travaille trop, etc. Mais du point de vue sportif, certains, des fois, s'engagent dans des trucs puis ils ne regardent pas autour si ça va bien fitter là, dans leur vie. Et le sportif, comme tu dis, qui veut atteindre des objectifs, s'ils ne sont pas nécessairement en harmonie, puis ça devient une obsession, un peu comme l'alimentation peut devenir une obsession, etc. Mais ultimement, ça va être très difficile de tenir ça dans le temps. Puis c'est là qu'on ressort un peu les motivations derrière ça. Donc, si tu as des objectifs, puis que ça devient obsessif pour toi, puis en même temps, en plus, l'objectif est une motivation externe, donc pour l'argent, pour le bien-paraître, pour l'ego. Euh, Souvent, là, les gens ne vont pas tenir, puis vont peut-être même arrêter leur sport, puis ne plus jamais en faire parce qu'ils vont avoir été vraiment dans un excès. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. Comme je disais, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me disais, wow, c'est vraiment riche. Puis, on a des super personnes ici qui travaillent au Québec là-dessus. Il faut les faire connaître aussi. Oui, tout à fait. Et en même temps, ce que j'entends, c'est comment on est capable de verser dans le trop.
Trop d'ivants, comme trop d'intensité, trop de compétition, encore plus, encore plus, encore plus. Ouais. Ça connecte à des vieux réflexes. En fait, c'est une des raisons pour laquelle moi, j'ai quitté le monde de l'ultra et le monde de la compétition parce que je me souviens, mon dernier événement, c'était 1000 km en 30 jours de course à pied en 2007, Ouais. juillet. Et le 31 juillet, j'étais déjà en train d'organiser 10 marathons en 10 jours en septembre. Puis là, je me suis dit juste, mais ça va s'arrêter où? Et Ouais. je sais, Mireille, que j'étais malade dans le sens que je n'étais pas bien avec moi et que ça se serait arrêté nulle part. Donc, c'est à ça qu'on fait référence ici. J'ai Ouais. j'ai envie de rester sur cet angle-là parce que j'ai l'impression que dans le développement personnel et de la pleine conscience et de la croissance personnelle et du développement personnel et de la méditation, il y a quand même une espèce, il y a comme un effet de compétition, de voisins gonflables qui s'est installé aussi dans cet espace-là. C'est-tu quelque Oui. chose que tu observes aussi, Mireille? Oui, oui, vraiment. Parce que à travers tout ça, comme tu dis, tu peux verser dans l'excès. Puis il y en a partout. Le sportif excessif qui le fait pour les mauvaises raisons. Puis en plus, que ça devient euh, difficile à gérer dans sa vie. La même chose, puis même si je prends la pratique du yoga, si quelqu'un viendrait me voir et me disait je fais 10 heures de yoga par jour, je dirais mais c'est pas bon non plus, c'est dans l'excès. Euh, dans tout ça, là, je te dirais que l'équilibre, c'est un mot qui est vraiment trop utilisé. Là. Je sais qu'il est galvaudé, que tout le monde utilise constamment. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai amené la notion de dire, ben, au lieu d'avoir la perspective de dire, OK, il faut toujours que je sois en équilibre, ben, gère tes déséquilibres. Gère les moments de la vie où ça devient difficile parce que tu dois t'occuper d'un enfant malade, parce que tu dois t'occuper d'un parent, d'un décès, un divorce, tout ça. Alors souvent, les gens vivent de gros déséquilibres et d'avoir des outils comme la méditation, le yoga, la pleine présence vont les aider dans ce développement-là. Ça ne veut pas dire que ça va être plus facile, ça ne veut pas dire que tu ne seras plus jamais triste. C'est pas ça, là. C'est pas l'ingrédient magique, là. C'est pas une baguette magique. Et il y a des excès aussi, des gens, comme je te disais, qui font trop de yoga, qui ne jurent que par la méditation. Ça se peut aussi que dans ta vie, tu aies besoin de médication, d'un suivi en psychologie. Donc, il faut faire attention. Là. La ligne est mince. Puis, je fais toujours attention de ne pas devenir cette gourou-là là, qui prône vraiment quelque chose que ça va tout te guérir. Là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, absolument. Absolument. C'est ça. En fait, ça me ramène à c'est quoi l'intention derrière? Oui. Une des questions que je pose très souvent aux gens, c'est qu'est-ce que ça sert? Ouais. Et si ça sert l'intention de nourrir un manque, il y a peut-être là le risque de tomber dans Oui. l'obsession, dans le trop, dans... Mais dans la dépendance, carrément, tu sais, Exactement. j'ai fait attention dans le livre, là, j'ai écrit soigneusement, je ne sais pas si tu as lu ce passage-là, mais j'ai écrit, tu sais, jusqu'où tu peux aller, puis jusqu'à quel point une dépendance à un sport est aussi bonne qu'une dépendance à l'alcool. Je sais que c'est une question qu'il faut se poser. Tu sais, oui, il faut faire du sport, oui, il faut être en santé, mais en même temps, euh, j'ai consulté entre autres un psychologue dans le livre qui parle de dépendance, qui est à l'Université de Chicoutimi, puis qui disait, tu sais, Mireille, à quelque part, quelqu'un qui a une dépendance, qui devient un obsessif, ça cache un manque, ça cache quelque chose à l'intérieur de lui qui n'est pas comblé, comme tu dis. Oui, c'est juste que socialement, c'est c'est plus acceptable Oui, de poster des photos de son ligne d'arrivée de marathon, de sa médaille, de ses temps, que de la caisse de 24 que j'ai achetée. Tu sais. ben, Mais, puis comme, ouais, puis j'aime ça l'exemple que tu donnais tantôt quand tu as tu t'es dit, je vais aller jusqu'où là-dedans? Parce que souvent, c'est what's next? Tu sais, qu'est-ce que je vais faire après? Puis de toujours être en train de chercher la prochaine affaire. J'ai des beaux témoignages dans mon livre aussi de sportifs inspirants qui en parlent de ça. ouais, tout à fait. Une chose qui m'apparaissait importante dans ton livre, qui n'était peut-être pas mentionnée comme ça, mais que je décodais, Mireille, j'aimerais ça qu'on en discute ensemble, c'est la notion
de servir le corps ou d'avoir le corps à notre service. Cette espèce de distinction qu'il y a entre je prends soin de mon corps et je me place au service de mon corps, sachant que c'est mon Ouais. véhicule d'incarnation dans cette Ouais. vie, si jamais vous croyez au fait qu'il peut y avoir plusieurs vies. Et en même temps, je sais qu'une partie de ma vie, mon corps m'a servi. En fait, j'en ai abusé. Oui. J'ai eu une relation amour-haine avec mon corps et j'ai l'impression qu'à travers tes 2 livres, c'est quelque chose que tu visites sans le nommer de façon explicite. Oui, ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que oui, tu sais, des fois, je dis le 5 minutes que je te disais tantôt de yoga, de méditation par jour, si ça peut servir quelqu'un à juste se poser la question, comment je vais aujourd'hui? Tu sais, il n'y a personne d'autre qui va te le demander souvent, là. Euh, Puis, tu sais, Ghislain, c'est drôle parce que j'aime ton parallèle entre le corps parce que souvent, on en abuse. Les sportifs, ils veulent en faire toujours plus, comme on vient de dire, et ils vont vraiment utiliser beaucoup les doctrines de no pain, no gain, tout ça. Donc, il faut que ça fasse mal. Il faut tout le temps qu'il y ait toujours de la douleur. Il faut que ça soit toujours difficile. C'est ça qui est prôné, tu sais, autant au niveau amateur, quelqu'un qui commence un sport. Puis là, on l'a vu dernièrement hein, avec les sportifs de haut niveau, avec les gens qui sont dans des situations d'abus et tout ça, d'agression, parce qu'ils veulent atteindre des hauts sommets, mais qui sont vraiment inconscients à quel point c'est mauvais pour eux. Donc, de prendre conscience de ce corps-là, d'avoir le lien entre le corps et l'esprit, de dire comment je vais aujourd'hui, autant physiquement que mentalement. Puis, une des plus belles notions, valeurs du yoga que je voulais ramener, c'est l'autocompassion qui est très peu prônée, très peu, même de parents au Québec enseignent aux jeunes d'être dans l'autocompassion, d'accepter qu'à certains moments, soit aujourd'hui je vais mal, mais est-ce qu'on peut aussi aller mal des fois? Ça, c'est la question. Ouais. Ouais, j'avais une conversation juste avant qu'on appuie sur enregistrement. Je jasais avec mon fils, 21 ans, c'est un partenaire dans l'entreprise. Puis Oui, il vient de produire une vidéo qui va être utilisée pour une levée de fonds qui, à mon avis, est géniale. Et pour lui, c'est difficile d'en être fier parce que ce qu'il est en train de faire, c'est la comparaison entre son idéal ouais, de Steven Spielberg, genre, ish, et ce que lui, il arrive à faire là où il est rendu dans son parcours. Tu sais. ouais, Quand on pense à ça, il y a 1 an, il n'avait jamais ouvert un logiciel de montage vidéo. Tu sais. En fait, il y a 8 mois, il n'avait jamais ouvert Et ce qu'il a produit avec les prises de vue, avec la musique, et ça m'amène justement à faire le lien avec la compassion, c'est comment j'arrive à accepter que dans le ici et maintenant, j'ai réellement donné ce qui était là, de disponible. Pas ce que je ouais. pourrais donner dans une journée optimale et un moment optimal, OK, mais en fonction de ce qui était disponible là maintenant, j'ai Oui, vraiment puis, tu donné sais, écologiquement aussi sain de donner. puis, tu sais, cordonnier mal chaussé, tu sais, la semaine passée, j'ai vécu une superbe semaine. J'ai eu des présences médias quand même beaucoup. J'ai fait des trucs super intéressants. Puis, j'ai décidé de faire un lancement virtuel bien à ma façon, avec quelqu'un qui a accepté de le faire. J'ai trouvé un beau studio. Tu sais, j'étais vraiment une magnifique semaine. Puis la semaine a fini. Puis là, je me tapais sa tête en disant ah oui, mais là, tu n'as pas fait telle affaire. Puis là, ah, tu n'as pas optimisé ta chaîne YouTube. Là, à un moment donné, il a fallu que j'arrête. Je me dise ah, Mireille, tu peux-tu savourer le moment? C'est-à-dire, tu as lancé un deuxième livre. Puis oui, des fois, on a tendance à oublier de se féliciter aussi de nos victoires puis de ce qu'on accomplit. Oui, tout à fait. S'accepter. Puis, tu sais, souvent, ce que moi, je vais m'offrir, c'est justement de l'autocompassion parce que c'est facile pour moi de me dire hey, de quoi tu te plains? Mais pendant Oui, que je me dis de quoi tu te plains, je ne suis pas en train de m'accueillir, justement. Je ne suis pas en oui, train d'être dans l'autocompassion. Et c'est vrai oui, que c'est un chemin qui est pas naturel pour nous parce que
c'est tellement facile d'aller dans la critique sur soi. Bien, dans la critique sur l'autre aussi, mais dans la critique sur soi, c'est comme... Oui, puis, tu sais, c'est drôle parce que beaucoup ont lu, tu sais, moi, j'ai mon Miracle Morning à moi, là, tu sais, j'ai ma routine du matin. Puis là, en plus, il recommence à faire beau. Je fais même du yoga dehors, même quand il y a de la neige, hein, en passant. Je vais faire mes salutations au soleil dehors, au soleil, ou avec mes petites poulettes qui me regardent un peu de travers le matin, ils me font « Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? » Et maintenant, c'est dans ma routine aussi d'écrire 10 gratitudes. Tu sais, prendre un crayon, juste écrire, tu sais, de quoi je suis contente, tu sais, à qui je veux remercier aujourd'hui, qui je veux remercier, mes parents, ma famille, etc. Et ça commence ta journée sur une note positive. Oui, tout à fait. Dans ton livre, tu parles de surentraînement, de déséquilibre. J'aimerais ça, comme on arrive à la fin, là, parce que je vais être hyper respectueux de ton espace-temps. J'aimerais ça qu'on regarde quels sont les signes qui démontrent que je suis en train d'en faire trop. Puis je le présente comme ça parce que en lisant les signes, je me disais, mais mon Dieu, encore une fois, ça n'a pas un lien juste avec les sportifs, ça a un lien avec ceux qui en font trop, qui travaillent trop, qui ne se reposent pas assez, qui ne profitent pas de la vie. J'ai envie de prendre là-dessus. Quels sont les signes qui démontrent que je suis en surentraînement, surtravail? Bien, il y en a plusieurs, mais ce qui est difficile dans tout ça, surentraînement, etc., c'est que chacun va avoir des signes différents. Donc, chaque personne, des centaines de signes là, qui peuvent être possibles, puis ça va être selon chaque personne que ça va ressortir. C'est sûr que les principaux, c'est vraiment de se lever le matin puis d'être jamais reposé, d'être toujours, de s'en sentir toujours la tête lourde. Il y a vraiment plein de trucs. Il y a aussi, moi, un des plus importants, c'est vraiment de ne plus avoir de plaisir, que ce soit au travail, en entraînement, etc. Donc, quand tu as perdu, puis je te dis pas que la vie est toujours plaisante. Là. Moi aussi, j'aime pas laver ma poubelle de cuisine. C'est pas ça. Là. Mais tu sais, quand tu n'as plus cette motivation-là, tu sais, j'ai des gens des fois qui me disent « Ah, on est dimanche, pas autant demain, tu sais, on recommence à travailler. » Puis là, tu es comme « Ben voyons, moi, j'ai hâte de recommencer à travailler. J'aime ce que je fais. » Tu sais, j'ai pris une semaine l'autre fois, puis tu sais, j'avais hâte de retrouver mon monde, de donner des cours. Je carbure à ça. Fait que c'est sûr que si ton travail est détestable puis que tu es en dépression encore 5 ans parce que tu veux avoir, je sais pas, ton fonds de pension, écoute, remets-toi en question. Là, ça ne fonctionne pas. Là. Les gens qui comptent les jours, là, il me reste 100 jours à travailler. Donc ça, c'est triste. Puis c'est la même chose dans le sport. J'ai vu tellement de sportifs en surentraînement, puis là, toujours en train de chercher qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus. Ah, Mireille, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je veux courir plus vite, je veux courir plus longtemps, je veux... Là, ils sont tout le temps en train de chercher qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter. Tu sais. Là, des fois, je fais comme si tu en faisais moins. Ouais. Si tu en enlevais. Si tu en enlevais. Puis là, écoute, cordonnier mal chaussé, là, on en a parlé dans ton premier podcast qu'on a fait ensemble, mais il y a 3 ans, j'ai commencé à développer des vertiges sévères. J'ai eu un problème au niveau de l'oreille, mais ça s'est traduit ensuite par vraiment un problème, entre guillemets, d'épuisement. Donc, j'ai fait un burn-out, puis là, les gens ils font « Ah, tu peux pas faire un burn-out, toi, t'es prof de yoga, t'es censée être la plus zen au monde. » Mais non, parce que moi aussi, je travaillais trop les fins de semaine, les soirs, je gérais les enfants, etc. Puis j'avais trop de chapeaux, je donnais des conférences, des cours, des ateliers, des cours en privé. Bon, j'avais trop de trucs, là. Ça m'a obligée à faire le ménage dans tout ça. Donc, tu sais, pour les gens, moi, je pense que c'est vraiment d'être attentif à tous ces petits signaux-là. Moi, ça a été, comme je te dis, des vertiges. Pour une autre personne, ça va être... il y a une amie à mon chum, je me souviens, elle, ça a été elle n'était plus capable de se lever le bras, elle n'était plus capable de bouger. Puis, elle est allée chez le médecin, puis ils ont fait passer tous les tests, là, justement. On va passer des tests, hein? Finalement, c'était qu'elle était à bout, son corps, il ne pouvait plus avancer. Fait que souvent, notre corps va nous envoyer des signes. Puis, à un moment donné, si on ne les écoute pas, ben, il va fesser vraiment fort. Moi, je me suis rendue, Ghislain, à pu être capable de marcher. On n'est pas obligé de se rendre là. C'est ça le message aussi. En parlant de fesser fort, c'est à ça qui sert le bâton de baseball, dans le fond, c'est ça? Hein? Oui. J'adore le baseball, puis j'ai mon petit coin sportif en arrière, comme tu peux voir, donc j'ai une dualité. Hein. Moi, j'ai le côté yoga, puis j'ai le côté sportif. Donc, c'est le fun parce que
il y a une belle façon de travailler le yoga et la méditation pour devenir des meilleurs sportifs. Oui, puis ce que je retiens de notre échange, Mireille, c'est la notion de souplesse. Oui. Quand je suis allé, puis j'en ai parlé, d'ailleurs, c'est le podcast numéro 44, si jamais ça vous tente d'écouter. C'était le podcast numéro 44. Celui-ci, c'est 71, fait que ça fait quand même un petit bout de temps. Oui, oui. Moi, je suis allé en Inde pour faire ma formation de prof de yoga. Oui. Et si tu te souviens, j'ai eu une blessure, ce qui fait que je n'ai pas été en mesure d'être certifié rupture complète du tendon d'Achille. Oui. Mais rapidement, dans les premiers jours où j'ai pu participer, je me suis rendu compte que mon manque de souplesse mentale se traduisait par un manque de souplesse dans mon corps. J'adore ton parallèle parce que, tu sais, le yoga, c'est l'union entre le corps et l'esprit. C'est très fort, ce titre-là, yoga, union entre le corps et l'esprit. Parce que si la tête ne va pas, le corps va suivre. Et inversement, si le corps ne va pas, la tête va suivre. Donc, quand j'introduis la souplesse, c'est autant la souplesse physique, mais la souplesse au niveau mental. Est-ce que j'ai cette souplesse-là de l'esprit, de me moduler aux événements, d'être positif, d'être dans l'action. Tu sais, je me suis rendu compte dans la pandémie que ceux qui s'en sortent plus forts, c'est ceux qui sont restés dans l'action et positifs. Absolument. Mireille, je te garderai encore un sacré bout de temps. Moi, j'aime ça aussi partager avec toi, Ghislain. Écoute, si tu cherches une co-animatrice un jour, tu me le diras. Écoute, on pourrait faire quelque chose avec ça. En tout cas, j'ai une couple de projets. On n'a pas eu la chance de se parler parce que la pandémie est arrivée. Mais si tu te souviens, l'année passée, on s'était dit qu'on prendrait un moment pour échanger. C'est encore là pour moi. Et je compte bien, en tout cas, j'espère bien faire ça cet été si les règles de distanciation physique nous le permettent. Ton livre, on le trouve où et les gens te retrouvent comment? Écoute, Ghislain, c'est facile. Mon livre, ben, c'est sûr qu'il est disponible avec moi. Là, les gens qui me connaissent, peut-être qui écoutent, qui me connaissent, je suis à Québec. Il est aussi disponible sur mon site Internet. Il est disponible dans toutes les librairies. J'ai même fait des entrevues en Ontario, là, partout dans la francophonie, dans toutes les librairies indépendantes, les Renaud-Bré, les Archambault. J'ai même été faire quelques places en fin de semaine pour m'assurer que mon livre était là. Je suis comme ça. Donc, mireillemassé.com, écoute, sur mireillemassé.com, tu trouves le lien, entre autres, vers, écoute, la pandémie m'a poussé à développer un centre de yoga virtuel pour sportifs, unique encore dans la francophonie, dans lequel j'ai du matériel, écoute, vous pourriez faire du yoga toute la journée, là, des capsules de 5 minutes jusqu'à des cours d'1 heure. Présentement, je donne des cours à chaque semaine. De mon studio que tu vois ici. Pour tout le monde, je réponds aux questions, je te donne des modifications en cas de blessure, je te donne accès aux rediffusions. Alors, je pense que je suis très généreuse et j'aime beaucoup travailler avec les gens. Et puis, écoute, je t'invite, tiens, es-tu prêt à relever un défi? Absolument. Je suis prêt. Ben, je commence là, je vais t'inscrire, je t'invite. Le défi d'avril qui commence bientôt, le 1er avril, là. Ça va être vraiment une préparation physique et mentale. Présentement, beaucoup de sportifs se cherchent, font comme « Ah, il n'y a pas de course, je ne sais plus trop quoi faire, je ne sais plus trop vers où m'en aller. » Donc là, moi, je vais rassembler le meilleur de mes 2 livres, puis je vais donner ça aux gens chaque semaine, des ateliers avec des petits exercices à faire chaque semaine en yoga et en méditation, préparation physique et mentale. Génial. Mireille, merci encore une fois. Ça passe trop vite. Méga câlin. Namasté, ma chère. Et namasté. Bien. Au plaisir de se rencontrer en personne. Oui, j'achète. Bye, Ghislain.